Un très grand merci à Michel et Sophie également pour l'invitation. Et effectivement, j'étais passionnée par ces sujets parce que j'adore les œufs, c'est mon mets préféré. Donc je me suis vraiment amusée à étudier, à faire une recherche sur la musique et l'œuf à la Renaissance. Et donc qu'est-ce que les hommes de la Renaissance voyaient dans ce produit parfait de la poule et des volailles, dont les images prolifèrent nombreuses dans les enluminures et les tableaux. Ici, dans le livre des propriétés des choses, où on a toute une série de toutes sortes de serpents, etc. Donc, c'était vraiment avec les propriétés de chacun, et peut-être Bruno Loriot en parlera plus tard. Pour répondre à cette question, je voudrais rentrer directement in medias res et analyser une série de tableaux sur le thème du concert dans l'œuf. Donc, je ne parlerai pas du tableau de Bosch dont Isabelle a parlé, mais de cet autre tableau. Le tableau le plus connu est celui conservé au Palais des Beaux-Arts de Lille, attribué au suiveur de Jérôme Bosch. Donc, ce n'est pas de Bosch lui-même, mais un peintre néerlandais du XVIe siècle, et s'est produit dans la première moitié du XVIe siècle. Ce tableau représente un groupe de 10 personnes âgées d'extraction populaire, considérées par les historiens de l'art un groupe de fous en train de faire de la musique dans la coquille d'un œuf cassé. Ils sont des instruments de musique. La vieille dame, en premier plan, elle joue de la harpe. Le monsieur habillé en rouge derrière, qui joue un instrument en aérofond du genre de la trompette, est un ménétrier avec le médaillon qu'il a sur sa veste. Ensuite, on a un singe qui joue un instrument du type du cornet, qui sort là en bas. De la coquille cassée. On a aussi un homme avec la tête d'âne qui joue du luth. Et les autres personnes chantent d'un livre de chœur, c'est-à-dire un livre où les parties des voix sont notées séparément sur les deux folios, donc les superius, ténor, alto, et ensuite, voilà, superius à gauche en haut. Et puis la voix d'alto à droite, ténor et basse, la voix de basse, donc le haut pour les voix aiguës. Et donc la musique notée est l'élément essentiel pour pouvoir dater cette peinture. Et en fait, il s'agit d'une chanson de Thomas Créquillon, qui était compositeur franco-flamand, et c'était aussi le maître de la chapelle de Charles Quint, l'empereur, qui a été publié en 1549 à Anvers par un imprimeur très fameux, Tilman Susato. Donc, dans le tableau, plusieurs détails font référence à la nourriture. Alors, l'image ici, on ne la voit pas très bien, mais en partant, vous voyez ici, il y a cette main à gauche qui sort de la coquille, elle attrape un poisson grillé. Ici, il y a une bouteille où, normalement, les historiens disent que c'est une bouteille à bière. Ensuite, là, il y a un panier avec en fait, un poulet, du fromage, des petits oiseaux. Et ici, il y a un banquet. Il y a des gens en train de faire un repas, un banquet un peu particulier. Et puis, on a aussi des symboles de la fornication qui sont assez nombreux. Et donc, on a la cigogne sur la tête du Messie avec le chapeau habillé en rouge. Et puis, là, cette maisonnette, je ne sais pas si vous la voyez, là en haut, et c'est un colombier. Et ça aussi, ça représente dans la symbologie de la peinture de cette époque, ça représente les maisons des prostituées. Et puis les poissons aussi, c'est un symbole, évidemment un symbole phallique. Lorsque le hibou, qui est là en haut et qui veille sur toute la scène, eh ben, c'est le symbole du péché en général. Donc la musique que ces vieilles personnes chantent exprime une beauté sonore qui contraste avec le contexte un peu grotesque et rustique du tableau. Tandis que le texte de la chanson évoque un thème érotique et déjà mis en relief, qui est déjà présent dans les tableaux, avec toute cette symbologie de la fornication. Alors ce que je vous propose de faire, c'est je vous montre d'abord ce que le texte de Créquillon
on raconte. Donc la musique, on n'a pas vu le détail parce que de toute façon, bon, on va l'écouter. Mais la musique représentée est vraiment une chanson polyphonique existante et le texte est le suivant. Toutes les nuits que sans vous je me couche, pensant à vous ne fait que sommeiller, et en rêvant jusqu'à réveiller, incessamment vous cuire parmi la couche. Et bien souvent, en lieu de votre bouche, en soupirant, je baise l'oreiller. Donc, alors ce que je propose de faire, c'est vraiment, c'est scientifique. Je vous propose d'écouter la chanson qui a elle est en contraste, il y a une beauté de la musique qui est très différente par rapport au texte, un peu, voilà, avec ses allusions. Et en la regardant devant le tableau qui est aussi un contraste, parce qu'avec normalement, un concert, on le voit représenté par des jolies femmes ou des jeunes enfants, alors qu'ici, c'est un peu des personnes vieilles, voilà, un peu comme ça. Et on écoute la musique. Alors, oui, ça devrait partir. Selon, je reviens juste à l'image, pardon, voilà. Selon Dirk Baks, qui a donné une lecture très détaillée de cette peinture, ce tableau ferait référence au mot d'or ou doi dans l'ancien néerlandais, qui signifie jeune d'œuf, et qui était également utilisé pour appeler les fous. Donc ces personnes seraient donc des fous dans un œuf vide et cassé à la place du jeune d'œuf. Selon Ina Dinter, la fragilité de l'œuf représenterait l'impermanence des plaisirs terrains. Donc il y a en fait toute une série d'éléments ensuite en connexion avec ce qu'Isabelle a présenté de façon très passionnante tout à l'heure. D'autres représentations de concerts dans l'œuf existent pour la Renaissance. Nous connaissons un exemplaire, voilà, le suivant, celui-ci, conservé dans une collection privée Pontalba Balny à Vrécourt, où plusieurs détails sont différents par rapport au précédent tableau. Nous avons 11 personnes qui font de la musique. Donc le joueur de luth toujours à la même place mais sans la tête d'âne. On a aussi le joueur avec l'aérofond tout à l'heure, le ménétrier. Puis on a 8 personnes qui chantent, une personne qui observe, et à la place de la vieille dame qui jouait de la harpe, on a ici devant, voilà, une joueuse un instrument populaire qui est en fait de la cuillère. Hein, on utilise toujours dans les jeux une cuillère de bois frappée dans une boîte. Et donc la musique est notée, comme dans l'autre cas, dans un livre de chœur, mais cette fois, c'est une mélodie, donc ce n'est pas une polyphonie à plusieurs voix comme on a écouté tout à l'heure, mais c'est un morceau qui n'est pas reconnaissable, juste une mélodie. Un autre exemplaire des concerts dans l'œuf, on le retrouve dans un dessin attribué à Jérôme Bosch ou à Pieter Bruegel, selon voilà, l'attribution un peu difficile, où nous voyons à nouveau un groupe de 7 personnes, cette fois, qui sont en train de chanter
chanter dans l'œuf cassé dans l'œuf cassé comme d'habitude. Et il chante toujours sur le livre de chœur, où la musique est juste symbolique. C'est-à-dire, il y a une notation qui n'indique pas vraiment la hauteur des notes, et il y a juste des symboles qui indiquent les clés. Et donc, et on a aussi une petite personne là qui sort avec ses fesses de la coquille de l'œuf. Donc, ces concerts dans l'œuf font référence à un tableau de Bosch antécédent qui représente la nef du fou. Donc, le thème de la folie était effectivement lié à la musique, était déjà représenté dans ce tableau. C'est une partie d'un triptyque qui a été découpé, si je me rappelle bien, au XIXe siècle, et où nous voyons un groupe semblable avec un moine et une religieuse. La religieuse ici à gauche qui joue du luth. Il y a un petit peu trop de lumière, donc on ne voit pas tous ces détails. Le moine en face, et ils essayent de manger une galette ronde. Alors, je ne sais pas si c'est aussi lié à des fêtes, des traditions populaires. Et puis, toutes ces personnes sont en train de chanter, boire, manger, avec les mêmes symboles du péché. Il y a le poisson qui est pendu là à droite. Il y a le hibou qui est caché là, dans le haut de cette buisson, cette branche avec les feuilles. Et ici, il y a la gourmandise qui est représentée. En fait, il y a une sorte de noix rôtie, une autre volaille rôtie ficelée, et le monsieur qui essaie d'attraper cette volaille pour aller la manger. Et donc, pour ce tableau, Bosch avait, alors ici on le voit aussi avec l'autre morceau de son tableau qui se trouve à New Haven dans un autre musée, l'autre il est au Louvre. Et donc ici on a les scènes, disons, de la gourmandise qui représente le péché de la gourmandise continue, et il y a aussi la fornication à côté. Donc c'est le même contexte, le même cadre. Et Bosch avait tiré son inspiration d'un traité sur la folie, publié en 1494, Das Narrenschiff de Sebastian Brandt, un ouvrage qui traite de façon sarcastique de la faiblesse de l'homme et de ses péchés comme des folies. Dans le frontispice de l'Editio Princeps, ici, on voit effectivement le bateau avec les fous et d'autres bateaux, plusieurs bateaux avec les fous. Ici, c'est une autre édition, mais on revoit toujours la même image. Et avec la musique. La musique, c'est un Gaudeamus Omnes. Gaudeamus Omnes. Et puis, ça s'arrête ici. C'est-à-dire que cette idée de la folie liée à la musique remontait donc à cette édition de ce bateau des fous, publié d'ailleurs à Bâle, mais par cet auteur de Strasbourg, Sebastian Brandt. Et Bosch intègre et s'inspire pour associer la musique au thème de la folie. Ces frontispices ont donc permis cette association, et seulement dans un deuxième moment, le concert des fous prit place non plus dans un bateau, mais dans un œuf. Les bateaux de Bosch étant perdus, donc en fait nous n'avons plus le tableau originaire de Bosch, mais on n'a que des copies des suiveurs de Bosch. Mais est-ce que le remplacement du bateau avec un œuf n'avait pas une signification autre, une signification particulière pour les gens de la Renaissance? Je veux dire, ça m'a semblé que ce changement était particulièrement significatif. Depuis l'Antiquité, deux théories au moins qui relient l'œuf à l'univers circulent jusqu'à la Renaissance. Et ici, je me rejoins à la partie de la présentation d'Isabelle. La première voit dans l'œuf la forme à la base de l'origine de l'univers. Selon Clément d'Alexandrie, qui est un écrivain du IIe siècle après Christ, mais qui est connu en Italie à la Renaissance à partir de la fin du XVe siècle, mais pour l'Antiquité était très renommé, dans ses Recognitiones, le chaos prit la forme d'un très grand œuf dans lequel la matière du principe primordial était mélangée. Cette conception était également présente dans les textes orphiques néoplatoniciens de la Renaissance.
Chez Macrobe, par exemple, l'œuf est un objet sacré, vénéré en tant qu'image de l'univers, au point de représenter le Dieu créateur. Et pour cette raison, chez les orphiques, la consommation de l'œuf était interdite. D'après Martianus Capella, qui était un auteur très considéré aussi par tous les peintres de la Renaissance et tous les écrivains, l'œuf était un aliment cultuel. Dans les noces de Philologie et de Mercure, Philologie, avant son mariage avec Mercure, mange un œuf merveilleux qui corrobore son corps, et donc probablement pour ce pouvoir de l'œuf de rendre fertile. Et Martianus Capella explique que l'œuf contient les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Ainsi, pour les alchimistes grecs et pour les alchimistes aussi de la Renaissance jusqu'au XVIe siècle, l'œuf est en effet un microcosme dont chaque partie correspond aux éléments du macrocosme. Dans la deuxième, ça c'était la première, donc de l'œuf et les chaos, et la deuxième qui concerne l'œuf et la forme de l'univers. Et en fait, l'univers aurait la structure de l'œuf. C'est Valerius Probus, un critique grammairien romain d'origine libanaise, vécu au 1er siècle, qui témoigne dans le commentaire bucolique de Virgile, lorsqu'il fait un commentaire sur la constitution de la Terre. Et c'est là qu'il évoque la pensée des Varrons concernant cette conception. Alors, ici, nous avons le texte. C'est la deuxième partie que je traduis en français. Concernant cette image, Varron compara l'œuf à l'univers dans le dialogue des Logi storici, dont le titre est Tubero sur l'origine humaine, en disant ainsi: le ciel est comme la coquille de l'œuf, de la même manière que le jaune est la terre. Entre les deux, il y a un liquide, sorte d'humidité, renfermé ainsi que l'air, où il y a de la chaleur. Donc cette idée du cosmos organisé comme un œuf est très présente dans la culture médiévale et de la Renaissance. Comme Christen Lippincott a analysé dans les Liber Scivias de Hildegard von Bingen, écrit entre 1141 et 1150, la vision de la création de Hildegard, de la création de l'univers, est une immense structure circulaire avec une auréole dans la forme d'un œuf. En fait, elle le décrit plus serré dans le haut et plus large au milieu, avec les planètes à l'intérieur, le Soleil, la Lune, etc. Et ici, nous voyons une enluminure qui vient du manuscrit de Wiesbaden, des Scivias, et l'autre du manuscrit de Heidelberg. Cette image de l'œuf cosmique devient tellement répandue qu'elle influence la transmission des textes de l'Antiquité. Par exemple, l'auteur de l'Ovide moralisé, qui traduit les textes en français des Métamorphoses d'Ovide au XIVe siècle, ajoute dans les Métamorphoses des vers nouveaux, et en particulier, voilà, c'est lui, une série de vers assez longs d'ailleurs, dans lesquels il compare la création de l'univers à l'œuf. Et alors ici, on voit Ovide avec un œuf. À l'époque, il y a un commerce, j'en parlerai, d'œufs d'autruche. Et donc, c'est pas un œuf, c'est très probablement un œuf d'autruche, celui-là. Et puis, on a tous les éléments. Donc, l'air, le feu, l'eau et la terre. Ça, c'est la création, mais il a associé vraiment à l'œuf. En lien avec cette tradition philosophique, mais aussi en parallèle avec le commerce des œufs d'autruche qui devient très répandu dans toute la Méditerranée, depuis et qui était déjà, actif depuis l'Antiquité, l'œuf rentre dans l'Église catholique en tant que symbole de Christ. Il représente ainsi Christ en tant qu'incarnation du chaos et symbole de sa résurrection. On le retrouve en effet
on retrouve l'œuf d'autruche suspendu au plafond dans plusieurs églises italiennes, ainsi que dans les tableaux sur le thème de la Vierge à l'enfant. Et alors là, on a une série de tableaux magnifiques. C'est la Pala San Zeno d'Andrea Mantegna à Vérone, 1457-1460, où l'œuf est là. Dans tous les autres tableaux, l'œuf est toujours suspendu au milieu du tableau précisément. Et ici, une petite remarque à faire, c'est que la Vierge, il y a toute une tradition de Vierge à l'enfant avec l'œuf et la musique. Tous les enfants sont en train de chanter et de jouer des instruments dans les autres rétables. Puis, on a à nouveau l'œuf d'autruche dans la Palabrera de Piero della Francesca, voilà, là au milieu du plafond, 1472-74. On le retrouve dans cette annonciation, donc normalement l'annonciation, le thème c'est le Saint-Esprit qui arrive, et ici on a plutôt qu'avoir le Saint-Esprit qui traverse, qui se manifeste avec l'archange Gabriel, on a la colombe avec l'œuf qui devient presque une décoration du lutrin de la Vierge. Et puis, on a encore Bernardino Butinone dans cette Vierge à l'enfant, conservée à l'Isola Bella dans le Palais Borromeo. Voilà, et on a toujours un petit concert aussi, les anges qui jouent les instruments autour de ça. Mais parmi la série de ces genres de tableaux, il y en a un qui est particulièrement intéressant, qui témoigne vraiment et qui confirme cette idée de l'œuf qui symbolise aussi cette idée du chaos et de Jésus, du Christ qui incarne ce chaos. Et on le retrouve dans cet autre tableau, dans lequel l'œuf est toujours suspendu, mais ici la Vierge qui est en train de contempler l'enfant parle. Il y a un texte, malheureusement il y a trop de lumière donc on n'arrive pas à voir tous ces détails, mais ici il y a un texte, et en fait ce texte dit O chaos magnum inclite celsitudinis fili mi quis tuam digne valebit precessam speciem contemplari, qui pourra jamais contempler qui pourra jamais te contempler, toi qui tu es le chaos. Donc elle appelle son fils en tant que chaos. Revenons au concert attribué aux suiveurs de Bosch. La conception cosmique de l'œuf que nous venons d'évoquer était aussi connue dans le milieu alchimiste des Pays-Bas, fréquenté par Bosch, mais aussi par maintes peintres de cette époque et de ces régions. Si nous considérons le concert dans l'œuf par rapport à l'œuf cosmique, à sa coquille, qui, comme nous venons de le voir, représente la sphère céleste, nous ne pouvons pas ignorer que ce concert puisse également faire allusion au concept de musica mondana, théorisé par Boès, c'est-à-dire la musique émise par les mouvements des sphères autour de la Terre, dit aussi harmonie des sphères, le produit le plus fin et sublime de l'univers. Par les biais de l'image de la coquille, ce concert serait donc une représentation grotesque de la folie humaine qui brise tout bon comportement et qui se met aussi en totale discordance avec l'harmonie des sphères, représentée dans la perfection géométrique de l'œuf. Merci.